Vous avez franchi l'horizon des événements avec John Michael Gaudier. Musique. Dans cet épisode d'aujourd'hui, John reçoit Daryl Seligman. Daryl Seligman est un post-doctorant financé par la National Science Foundation en astronomie et astrophysique, ainsi que le lauréat du prix Simony de la NSF à l'Université d'État du Michigan. Ses travaux couvrent un large éventail de sujets en sciences planétaires et astrophysiques, tels que les petits corps du système solaire, la dynamique planétaire et les origines des objets interstellaires. Il occupe actuellement le poste de secrétaire pour les jeunes professionnels au sein du groupe d'évaluation des petits corps de la NASA, qui contribue à définir les priorités d'exploration et de recherche de la NASA pour les astéroïdes, les comètes et les autres planètes mineures. Il est également membre du comité des utilisateurs de l'Observatoire Rubin. À partir d'août 2025, il entamera une nouvelle étape en tant que professeur assistant à l'Université d'État du Michigan. Daryl Seligman, bienvenue de retour dans l'émission. Merci de m'inviter, John. Daryl, les mystères chimiques autour de 3I Atlas. C'est vraiment bizarre, et il a viré au vert depuis notre dernière discussion, avec une chimie qui reste floue. Même si le fait de devenir vert est assez courant, celui-ci semble procéder autrement. En sais-tu plus là-dessus? Oui, je dirais que ce virage au vert, comme tu l'as mentionné, est un phénomène qu'on observe de temps en temps chez les comètes. Ça n'a donc pas été aussi choquant que certains l'ont présenté. Mais pour la composition, eh bien, il y en a plusieurs aspects surprenants, je pense que tu fais allusion à ça, mais plusieurs éléments compositionnels inattendus ont émergé. Le plus frappant, à mon avis, ce sont les observations du JWST. Cette détection de CO2 en grande quantité, mais j'essaie toujours de garder en tête que ça provient d'un autre système stellaire, sous des conditions de formation qu'on ignore complètement. Peut-être y avait-il plus de CO2 disponible dans ce système ou un truc du genre. Mais ce qui me laisse vraiment perplexe, franchement, c'est le ratio nickel-fer. Où est passé le fer? Je crois qu'on va le dénicher, et il a peut-être été masqué. Qu'en penses-tu? Ouais. Donc, cette histoire de ratio nickel-fer est assez intrigante. Si on recule un peu, tu te rappelles peut-être qu'en 2020 ou 2021, ça a pris du temps, je crois que c'était publié en 2021. Il y a eu un article dans Nature où ils ont repéré quelque chose de similaire chez 2I Borisov. Ce n'est donc pas du tout inédit. Je vais vérifier vite fait. Oui, c'était en 2021. Je t'enverrai le lien de l'article, mais il s'agissait de nickel atomique dans la chevelure de la comète interstellaire 2I Borisov. Ça a laissé tout le monde perplexe, je dirais. Et peut-être que cet article n'a pas reçu autant d'attention qu'il aurait mérité il y a 2 ans. Mais surtout, les gens ne savaient pas trop quoi en penser. Et maintenant, avec 3I Atlas, on observe à nouveau du nickel atomique, ou du moins un ratio nickel-fer bizarre. Ça semble être un trait récurrent chez les comètes interstellaires. Ouais. Et du coup, je vais me hasarder à spéculer sur la nature de la supernova qui a peuplé cet espace. Y a-t-il un truc qu'on ne maîtrise pas encore sur la production de nickel par rapport au fer dans les supernovas? Ou le fer pourrait-il être appauvri d'une manière ou d'une autre dans le milieu interstellaire? Parce que cet objet a dérivé là-dedans pendant des milliards d'années, apparemment. Qu'est-ce que ça fait à un tel corps? Il y a plein de questions en suspens. Et la dernière en date, aujourd'hui, sur 3I Atlas? Peut-être sais-tu quelque chose sur les observations depuis Mars? Exact. Les observations de Mars. Ouais, je suis content qu'on en parle. Et j'aimerais revenir sur cette composition étrange, parce qu'il y a pas mal de points captivants. Une chose qui a peut-être été occultée, et qui mérite qu'on s'y attarde, ce sont les interprétations naturelles possibles pour le fer-nickel et le CO2. Pour les observations de Mars, en ce moment, c'est excitant. Le hic, c'est que cette fermeture gouvernementale est survenue pile à quelques semaines de l'approche la plus proche de 3I Atlas à Mars. C'est franchement exaspérant. Je sais pas, Ross m'envoyait des messages là-dessus. Ouais, exactement. Exaspérant, hein? Je tiens à préciser que je ne fais pas partie de ces missions vers Mars. Donc, je veux être super prudent pour ne pas m'exprimer au nom des missions ou comme si j'étais impliqué dans les décisions, parce que tout ça est bien au-dessus de mon niveau. Je ne parle pas pour les missions martiennes spécifiques, mais bref, on a cette opportunité géniale d'examiner 3I Atlas de près. On ne peut pas l'observer depuis la Terre en ce moment. Et c'est frustrant comme vous l'avez dit, parce que c'est précisément au moment où une comète s'approche le plus du Soleil, donc au périhélie, que se déclenchent la plupart des phénomènes spectaculaires. C'est là qu'il faut vraiment observer, car on a les plus grandes chances de capter non seulement l'activité maximale, mais aussi une vision complète et fidèle de ce qu'est le noyau. En effet, quand on scrute l'objet de très loin, bon nombre d'espèces volatiles qu'on s'attend à trouver pourraient bien être présentes, mais il fait trop froid pour qu'elles s'activent. Par exemple, détecter de l'hyperbole comme le CO à une distance énorme, c'est passionnant,
mais ça ne reflète pas forcément une vue impartiale de la composition du noyau, vu que l'eau n'est même pas censée être active. L'eau, elle, ne commence à sublimer que quand on est plus près. Au-delà de 4 EA, par exemple, il n'y a pas assez de chaleur pour que ça bouge. Du coup, c'est maintenant, avec 3i Atlas, qu'on a vraiment besoin de recueillir des données solides. On savait déjà, depuis sa découverte, qu'on ne pourrait pas l'observer depuis la Terre en ce moment précis, parce qu'on avait pu cartographier sa trajectoire à l'avance. Aussi agaçant que ce soit pour cette apparition, on avait eu des mois pour s'y faire, non? On était déçus, bien sûr, mais on avait anticipé qu'on raterait cette phase cruciale depuis le sol terrestre. Par contre, beaucoup d'entre nous comptaient sur les sondes martiennes pour prendre le relais. Et la bonne nouvelle, je pense que ça vous fera plaisir, c'est que, à ma connaissance, en précisant que je ne parle pas au nom des missions, toutes les opérations spatiales prévues pour observer 3i Atlas à ce moment-là, et ce sont essentiellement toutes celles qui en étaient capables, avancent toujours. Ces relevés ont lieu, c'est juste que, à cause de la paralysie gouvernementale, ils ne peuvent pas diffuser publiquement les images ou les données. Par exemple, même si un chercheur avait tout analysé avec les instruments des missions martiennes et était prêt à partager, il ne pourrait pas le faire. Bon, travailler à la NASA a ses avantages et ses inconvénients, mais je ne suis pas fonctionnaire pour l'instant en tant que prof à l'Université d'État du Michigan. Cela dit, il y a plein de scientifiques, surtout ceux impliqués dans les missions ou leurs composantes, qui bossent à la NASA, à Goddard, à JPL ou ailleurs. Si vous êtes dans ce cas, alors pour soumettre ne serait-ce qu'un article où vous êtes qu'un auteur, il faut que tout passe par une validation complète des différents bureaux, selon votre branche. Mais chat pète un câble en fond, là. Ça rend l'écoute encore plus vivante. Ouais, on vient d'adopter un chaton, et il embête sans arrêt ses grands frères. Désolé si vous avez entendu. Où en étais-je? Ah oui. Donc, il y a plein de super trucs à la NASA, mais ce processus d'approbation, c'est chiant. Et avec la fermeture administrative, ils n'ont même pas les moyens de faire avancer ça. Même si les données des missions martiennes étaient prêtes et analysées pour publication, ils ne pourraient pas les envoyer à une revue. Je n'ose pas imaginer pour ces scientifiques, et je ne parle pas en leur nom, mais je compatis grave, ça doit être d'une frustration extrême. C'est quand même excitant à envisager, parce qu'une des observations viendra du légendaire Mars Reconnaissance Orbité, l'un de mes engins spatiaux préférés. Il a vieilli, mais il reste incroyablement performant, exact. Et ça devrait nous permettre d'affiner la taille réelle de l'objet pour clore définitivement le débat. Vous croyez que c'est ça, ou que les relevés du télescope spatial Hubble ont déjà tout réglé pour la dimension du noyau? Ouais. Bon, je dirais que les observations du HST ont été super instructives. C'était un peu étonnant qu'on n'ait pas obtenu une contrainte plus précise sur la taille avec le Hubble. Mais rappelez-vous, Dave Jowett configure ses sessions HST sur les comètes de façon hyper précise pour viser juste la taille. Une des mesures clés pour une comète, c'est bien la dimension du noyau, et comme vous le savez, c'est hyper dur quand on ne voit que la chevelure, hein? Bien plus simple pour un astéroïde. Dave excelle à paramétrer les OBS avec le HST pour isoler la taille du noyau. C'est vraiment compliqué à réaliser, mais la méthode consiste essentiellement à obtenir une image assez sensible pour isoler la chevelure et la soustraire de l'image, ce qui permet d'apercevoir un faible surplus de lumière au centre provenant du noyau. C'est de cette façon qu'on peut établir, par exemple, une limite supérieure sur la dimension ou même détecter la taille réelle de cette limite. Prenons l'exemple de Borisov. Quand il est passé, Dave a réussi à le faire avec le HST et il a pu mesurer la taille du noyau, avec une incertitude bien sûr, mais une mesure d'excellente qualité. Ensuite, pour 2i Borisov, il y a eu un problème avec le HST. Je crois que c'était lié à un gyroscope. Je ne suis pas sûr des détails exacts, mais ils ont fini par n'exécuter qu'une fraction du temps d'observation prévu. Il faudra que je vérifie les chiffres, mais je pense qu'ils n'ont eu que l'équivalent d'environ 10 minutes d'observation HST. On devrait presque s'estimer heureux que ça ait fonctionné aussi bien, vu les circonstances difficiles. Les observations HST n'ont rien détecté, donc ça fournit juste une limite supérieure sur la taille possible, et je crois que le calcul précis de Dave donnait quelque chose comme 2,3 km. Ne me citez pas là-dessus, je peux vérifier si vous voulez, mais c'est à peu près ça. Cela dit, il est tout à fait possible que ce soit bien plus petit, puisqu'ils n'ont rien vu. Des infos supplémentaires sur le noyau seraient les bienvenues à ce stade, parce que sa taille en dit long sur la formation de l'objet, les mécanismes possibles de formation et son évolution ultérieure. Par exemple, si un tel objet évoluait dans un milieu comme la ceinture d'astéroïdes actuelle, on s'attendrait à ce que les gros subissent beaucoup d'impact, et certaines collisions pourraient même le fragmenter, ce qui créerait davantage d'objets plus petits. C'est crucial d'obtenir la taille du noyau. Je ne veux pas en dire trop, mais je suis d'accord avec toi, John, sur l'excitation autour de ces missions martiennes et la possibilité de mesurer le noyau. Je ne veux pas spéculer outre mesure sur leur succès, car on va devoir attendre les résultats, ce qui est frustrant. Mais de manière optimiste,
on peut l'espérer. Réalistement, il faut se rappeler que toutes ces missions spatiales, qu'elles visent à observer ou qu'elles le font actuellement via Atlas, n'ont pas été conçues pour un objet interstellaire. Pour certaines caméras à Mars, par exemple, elles datent de plus de 20 ans. C'est incroyable qu'elles soient en si bon état et qu'elles fonctionnent encore, mais elles n'étaient pas prévues pour ça. On devrait avoir du respect, ou un mot approchant pour les équipes qui analysent ces données, parce que ce n'est pas aussi straightforward que ça en a l'air. Elles essaient d'observer un objet encore relativement lointain, même près de Mars dans le contexte du système solaire, comparé à ce pour quoi les instruments des rovers sont faits. La comète est bien plus éloignée que les cibles habituelles de ces appareils. Soyons reconnaissants pour toute info qu'on obtiendra, en gardant à l'esprit que ces équipes de mission bossent dur pour traiter, analyser et interpréter des observations d'une comète interstellaire que leurs outils n'étaient pas destinés à capter. Ouais. Mais c'est quand même impressionnant, car ils ont improvisé une approche et on verra ce que ça donne. C'est déjà énorme, vu que le MRO n'était pas non plus conçu pour photographier un autre engin martien descendant en parachute et atterrissant. J'ai beaucoup d'admiration pour ces gens, et je parie qu'ils vont extraire des données qu'on n'aurait pas anticipées. Des nouvelles de l'ESA et de leurs sondes? Pour l'instant, il n'y a quasiment rien qui circule, comme tu le sais. On est dans une situation un peu similaire, pas tout à fait comme un shutdown gouvernemental qui perturbe tout, mais souvent, quand les actifs NASA ou US sont impactés, ça touche aussi les autres pays de manière significative, parce que les États-Unis sont impliqués dans beaucoup de soumissions, comme pour l'ISS par exemple. International. Comment on les appelle, ces programmes scientifiques globaux? En gros, tu peux avoir une partie entière de l'équipe qui vient des États-Unis ou d'autres pays. Du coup, la NASA est souvent impliquée à fond dans les missions d'autres nations, même si ce n'est pas elle qui mène la danse principale. La fermeture des administrations fédérales, ça impacte vraiment. Ça déborde sur tout l'écosystème des actifs spatiaux mondiaux, si tu vois ce que je veux dire. Je trouve ça super préjudiciable, mais pour l'instant, on peut se réjouir de ce que tu disais. On a de quoi être emballé par les résultats qui devraient arriver dans les prochaines semaines, même s'il n'y a rien de follement excitant à annoncer tout de suite. Ouais, mais je suis rassuré par le fait que les observations continuent, non? Les données sont collectées. C'est juste l'analyse, la publication et tout le reste qui sont bloqués. Mais les engins spatiaux ont bien procédé aux mesures, donc on obtiendra quand même des infos. Absolument, quoi qu'il arrive. Et même si aucun de ces vaisseaux n'a été conçu spécifiquement pour ça, on en a toute une flottille. Je crois qu'il y en a 4 qui scrutent la chose, chacun avec son propre équipement. Ça promet d'être captivant. Mais revenons à la chimie. Permets-moi de te poser ma question un peu farfelue habituelle. Quand une comète du système solaire file à toute vitesse et approche de son périhélie, bien plus près du Soleil, et qu'elle se vaporise, est-ce que ça nous en dit plus sur elle si l'objet entier se désintègre en s'approchant autant? En général, sur les comètes. Attends, pour être sûr de répondre à la bonne. Tu parles d'une comète lambda, pas forcément typique? Ouais, n'importe quelle comète, n'importe quel snowball sale qui débarque, est-ce que c'est plus avantageux de l'observer le plus près possible du Soleil pour décrypter sa composition chimique? Je pige l'idée. C'est une sacrée bonne question. Globalement, la réponse est oui, avec quelques nuances. Dans la plupart des cas, effectivement, et voilà pourquoi. J'essayais d'expliquer tout à l'heure l'importance d'avoir une vue d'ensemble du noyau cométaire. Reculons un peu. Quand une comète s'approche du Soleil, sa surface reçoit plus de rayonnement solaire, donc plus de photons qui la bombardent. Elle chauffe, et davantage de glace se transforme en gaz par sublimation. Plus on est près du Soleil, plus c'est chaud, et différents types de glace se mettent à sublimer. Par exemple, quand on est très loin, au-delà de 4 unités astronomiques, genre 4 fois la distance Terre-Soleil, on ne détecte même pas l'eau de manière active. L'eau ne sublime pas vigoureusement parce qu'il fait trop froid. Plus on se rapproche du Soleil, plus la température monte, et une fois qu'une glace atteint son point de sublimation, on reste au-dessus, donc si elle est encore dans le noyau, elle continue d'agir. On ne peut pas être trop chaud, mais si c'est trop froid pour une glace donnée, elle s'arrête net. Au fond, ce qu'on apprend de plus précieux sur une comète, c'est la variété de glaces présentes, et surtout leurs proportions relatives. Genre, la quantité d'eau par rapport au CO2. La simple détection de CO2 par le JWT, c'est un exploit scientifique génial, une découverte fabuleuse. Mais le vrai pouvoir, c'est le rapport CO2-eau. Combien de CO2 face à l'eau? Dans ce sens, s'approcher au plus près du Soleil est idéal pour décrypter la composition d'une comète, car ces ratios révèlent l'essentiel sur elle. Ces proportions sont même plus basiques pour le noyau que n'importe quelle détection isolée d'une espèce chimique. Et comme elles sont intrinsèques à la comète, elles indiquent aussi l'origine possible, comme l'endroit de formation. Par exemple, si tu mesures, juste un cas hypothétique, une comète avec beaucoup plus d'eau que de CO2 quand tout est actif à cause de la chaleur, tu sais que s'il y avait plus de CO2, il sublimerait comme l'eau.
Ça montre fondamentalement que le noyau est riche en eau plutôt qu'en CO2. Et ça suggère qu'elle s'est formée dans des zones plus internes du système solaire. Par exemple, car là-bas, on pouvait condenser plus d'eau. Air gèle, mais le CO2 ne gèle pas. Ça a du sens? Oui, tout à fait. Tu sais, ça vient de me frapper. C'est une période vraiment captivante pour les comètes parce que ce n'est pas seulement, tu vois, 3 Atlas qui traversent. Il y a aussi 2 comètes du système solaire. Exact? C'est notre niveau binoculaire. Elles sont détectables à l'œil nu avec des jumelles pour l'instant. Tout en même temps. Ouais, c'est incroyable. T'as pu en apercevoir certaines? Pas encore. Je pense que ça va me prendre encore quelques jours pour les repérer au crépuscule, ou en choper une ou deux. Tu sais, ce que je pourrais faire au coucher du soleil. Mais je vais tenter avec des jumelles d'ISIX 50 et si j'arrive à localiser une position précise, je sortirai le télescope. Je vais essayer de les attraper avec de grosses jumelles parce que, Mais le truc, Darl, c'est que c'est gâché pour moi vu que j'ai vu visuellement et en photo et tout le reste à Elbop. Et rien n'a jamais été aussi impressionnant. Du coup, je suis genre bah, une vieille comète visible à l'œil nu, ça ne me fait plus rien. Ouais, plus du tout. J'ai été marqué depuis les années 90 à cause de la comète Hale-Bopp. Bon, ma question suivante, c'est celle-ci. D'accord. La pointe solaire que montrent 3 atlas, ce qui m'a fait penser à un chauffage préférentiel d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que tu en penses pour le mécanisme du, ce qu'on appelle une antiqueue, mais ce n'en est pas vraiment une. C'est un phénomène différent. C'est une illusion de perspective avec les comètes. Mais là, c'est vraiment quelque chose que fait la comète. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Tu penses que c'est juste un truc directionnel préférentiel lié au Soleil et à la composition de l'objet? Alors, il y a plusieurs explications possibles, hein? Et juste pour clarifier, tu parles de la pointe dirigée vers le Soleil comme il y a 2 mois, on en avait déjà des indices, mais le fait que la forme de la queue semble orientée vers le Soleil. Oui. D'une façon ou d'une autre, ça semble être le cas. Ouais, c'est ça à quoi je fais référence. Ouais. Ça a peut-être changé, d'ailleurs. Je veux dire, on ne sait pas, ça a peut-être disparu maintenant, mais c'était une caractéristique intrigante. Plutôt inhabituelle. Ouais, je crois qu'on en a parlé. Ouais, on en a rendu compte, j'étais sur des articles qui en parlaient, mais en gros, toutes les observations prises dès le début, depuis sa découverte jusqu'à il y a quelques semaines, 2 semaines avant qu'on ne puisse plus l'observer depuis le sol. Toutes confirmaient que la forme de la queue ressemblait à ça, comme si elle pointait dans cette direction précise. Donc, d'abord, ce n'est pas sans précédent, hein, on voit des trucs pareils chez les comètes du système solaire, ce n'est pas le plus courant en général, la forme de la queue peut révéler des infos sur les processus physiques et les propriétés des éléments qui causent la sublimation. Donc, un exemple classique que tu entends parfois, je sais pas si tout le monde connaît ça parce que je ne sais pas jusqu'où les gens s'intéressent aux comètes, je pense que c'est pas grand-chose, mais vu que je suis un peu blasé en ce moment car je donne pour la première fois l'astronomie introductive à Michigan State. Du coup, je me dis, ah oui, tout le monde apprend juste les bases les plus simples. Mais c'est faux en fait, la plupart des gens ne suivent pas d'astronomie de base. Mais un des trucs classiques, c'est, une comète a une queue qui pointe loin du Soleil, hein? La raison, c'est qu'une fois que la matière s'éjecte de la surface, souviens-toi, il y a de la glace qui chauffe et se sublime, produisant un flux de gaz, mais il y a aussi de petites particules de poussière. Donc poussière, c'est notre terme générique pour des trucs allant de rochers millimétriques à des cailloux centimétriques jusqu'à des grains de poussière micronique. On a toute une gamme de matériaux sableux, rocailleux, comme des petits rochers qui sont éjectés aussi. Ce qui se passe, c'est que finalement, la pression de radiation du Soleil. Donc les photons solaires qui frappent la queue poussent sur certains grains de poussière et les repoussent tous loin du Soleil. Et en gros, une façon de voir ce qui se passe, c'est que souvent quand tu vois ces queues magnifiques qui pointent loin du Soleil, en fait ce matériau a d'abord été éjecté vers le Soleil puis repoussé parce que le plus naturel, si tu y penses, sur la surface de la comète, l'endroit le plus logique pour que la glace dégaze en premier, c'est vers le Soleil parce que, si tu imagines la comète, la surface de la comète, la partie qui fait face au. J'aimerais bien avoir un schéma là tous deux. Suite, mais genre la partie éclairée par le Soleil, si tu regardes le noyau d'une comète. Si vous placez le Soleil de manière à ce que ces photons solaires éclairent l'un des hémisphères, vous remarquerez que la moitié de la surface est illuminée par le Soleil à tout moment. C'est précisément cette zone qui subit le chauffage le plus intense à cet instant. Ainsi, la partie exposée à la lumière est celle où l'on s'attend à ce que la glace, au niveau le plus basique, se sublime et s'évapore de la surface avant d'être emportée vers le Soleil. Ensuite, la pression due au rayonnement solaire intervient. Les photons solaires heurtent les particules de poussière dans la queue de la comète et la repoussent loin du Soleil, entraînant avec elle une partie du gaz. C'est souvent pour cette raison que les queues cométaires classiques pointent à l'opposé du Soleil. En réalité,
c'est l'effet de la pression radiative qui agit après coup. Pour la comète 3I Atlas, la situation reste floue. Nous manquons de données solides. En fait, nous n'avons pas encore eu le temps de réaliser des simulations numériques ou informatiques approfondies pour décrypter précisément ce qui génère la forme de cette queue, car cela dépend de facteurs comme la distance au Soleil, l'intensité du chauffage reçu, les variétés de glace présentes, ou encore les types de grains de poussière autorisés dans la chevelure. Mais pour l'instant, cette caractéristique de la queue orientée vers le Soleil semble révéler des propriétés physiques des grains de poussière éjectés. Ces grains de poussière pourraient être de taille relativement importante. On sait que pour 2I Borisov, les grains étaient nettement plus gros que ceux des comètes du système solaire. L'interprétation de ce phénomène reste en suspens. Si c'est le cas, il subirait moins l'effet de la pression radiative, ce qui rendrait plus visible une queue dirigée vers le Soleil avec de tels grains plus volumineux. Ça vous semble logique? Oui, tout à fait. On peut visualiser ce mécanisme en pensant à de la neige sous le Soleil. Si elle est exposée, elles font beaucoup plus vite que celle à l'ombre, exact? Parce qu'elle reçoit les rayons directs. Elle chauffe donc davantage. Du coup, elle se dirigerait initialement vers le Soleil, mais celui-ci agit comme une tempête de vent qui la repousse. Non seulement la pression lumineuse, mais aussi les particules du vent solaire et divers autres éléments la renvoient en arrière, formant la longue queue typique d'une comète. L'un des aspects fascinants des comètes, c'est qu'en traversant cette queue, on peut déclencher une pluie de météores. Et ça permet aussi de collecter des échantillons, des particules et de la poussière. Surtout, j'aimerais bien récupérer un peu de cette poussière de 3I Atlas. Pourrait-on lancer une mission pour prélever des échantillons après le passage, là où elle a traversé, et ramasser quelques particules de 3I Atlas? Serait-ce faisable, même 2 siècles plus tard? D'accord. Oui, votre question comporte plusieurs volets, et je vais essayer de les couvrir tous. D'abord, j'adore votre comparaison avec le Soleil qui fait fondre la neige au sol. Tout le monde peut s'y identifier. Ai-je bien répondu à votre question précédente sur la queue? Celle sur la queue. Bien sûr. Parfait. J'avais plusieurs idées qui me traversaient l'esprit. La première, bon, je suis un peu partial là-dessus, hein? Parce que le 1er juillet, j'étais encore en train de bosser comme un fou sur 3I Atlas, et un groupe d'entre nous a rédigé ce premier article sur sa découverte dans les jours suivants. À ce moment, je me demandais exactement la même chose que vous. Comment obtenir un échantillon de cet objet? On savait qu'il y aurait plein d'observations, c'est super excitant, et c'est génial que tant de gens se soient mobilisés pour observer immédiatement après la détection. Tout ça est précieux et essentiel. Mais dans les premiers jours, je pensais, comment on récupère, comme vous l'avez dit, John, un bout de 3I Atlas ou quelques particules? Ouais, juste quelques grains de poussière, c'est tout ce que je veux. C'est pile ça. Donc, comme vous l'avez évoqué, les pluies de météores. Les comètes du système solaire en produisent effectivement. Surtout celles qui s'approchent de la Terre, elles développent de grandes queues cométaires, et parfois la Terre les traverse quand elles s'étendent dans différentes directions. Les météores se dispersent dans toutes les directions et deviennent si diffus qu'on arrive à peine à les distinguer. Mais de temps à autre, on observe des pluies de météores qui sont liées à des comètes, et les spécialistes des radars qui mesurent et suivent ces phénomènes peuvent les analyser. Il existe des stations de détection un peu partout sur la planète, et même dans l'espace, qui surveillent les météores. En examinant ces données, les experts déterminent ce qu'ils appellent la radiance, c'est-à-dire l'origine directionnelle des particules de météorites qui entrent dans l'atmosphère terrestre, et ils essaient de les relier à une comète connue ou à un astéroïde actif. Du coup, on sait qu'il y a des comètes ou des astéroïdes actifs dont des fragments atteignent la Terre, et si ces morceaux survivent à l'impact, on peut les collecter en tant que météorites. C'est ce qui m'a traversé l'esprit, et franchement, c'est un peu gênant d'avouer, mais c'était vers le 5 ou 6 juillet, un vrai tourbillon parce que je n'avais pas fermé l'œil pendant ces jours-là, obsédé par la rédaction de cet article. J'étais peut-être un peu à bout de nerfs, et je me suis dit, et si on pouvait ramasser des météorites liées à 3 Atlas? Est-ce que cette comète a pu ou pourra déposer des débris sur Terre? La réponse, hélas, est un non catégorique. J'ai posé la question à des collègues experts en météores, et ils m'ont dit, Daryl, genre, pas dans 1 million d'années, vu la distance énorme. C'est si éloigné qu'il n'y a aucune chance d'obtenir du matériau de cette comète Atlas sur notre planète. En réalité, on avait bien plus de probabilités avec Mu-69, qui s'est approché si près de la Terre. Même sans queue visible évidente, on suppose qu'il y avait des éjections de matière à cause de l'accélération non gravitationnelle, et sa proximité rendait ça beaucoup plus plausible pour des météorites. La distance par rapport à la Terre est vraiment le facteur clé pour espérer récupérer des échantillons. Donc, pour 3 Atlas, c'est peine perdue, malheureusement. Avec le recul, ça saute aux yeux. Il y a tant de comètes dans le système solaire, et toutes ne génèrent pas de météorites.
On sait que ça demande une configuration particulière pour produire une pluie de météores, ce qui est déjà rare. Et les comètes interstellaires sont encore plus exceptionnelles que celles du système solaire. Du coup, il est extrêmement improbable d'avoir des météorites d'une comète interstellaire lambda. Cela dit, tu vas plus loin. Est-ce qu'on pourrait envoyer une sonde pour des mesures in situ? C'est ça que tu veux que j'aborde? Ouais, mais on va délirer un peu, Daryl. Je vais faire mieux. Pose une question que aucun scientifique des comètes n'a sûrement jamais entendue sur une chaîne YouTube. Imagine un monde idéal, avec une grosse comète qui passe, assez imposante pour avoir des cratères, on en a parlé tout à l'heure, et une mission d'échantillonnage prête à l'intercepter. On y va, on prélève. Et là, par hasard, on récupère un échantillon de météorite, un chondrite carboné, coincé dans un échantillon lunaire d'Apollo. C'est vaguement possible? Désolé, mon chat vient de s'asseoir sur mon clavier. C'est pour ça tout ce bazar. C'est captivant. Le chat est captivé. J'en ai un aussi, mais mon studio est à part de la maison, alors il dort tranquillement au soleil, en train de sublimer le chat sublimant. Bref, admettons qu'on lance cette mission d'échantillonnage vers un objet interstellaire assez grand pour avoir été bombardé par des météorites d'un autre système stellaire. Pourrait-on se retrouver avec un vrai festin de matériaux originaires de ce système d'origine, encore incrustés là-bas, et les identifier en disant « Regarde, ça ressemble à un chondrite, mais collé sur une boule de glace. Ça, c'est distinct. Un échantillon différent. » Est-ce qu'on pourrait avoir un 2 en 1 avec une mission d'échantillonnage sur un objet interstellaire? Ouais, c'est une question dingue, mais hyper intrigante, vraiment. Je n'y avais jamais songé. Mais sans doute, on pourrait l'utiliser comme argument pour convaincre la NASA de monter une opération pour foncer sur une comète interstellaire. Ça paraît improbable, mais rien ne l'interdit, au-delà de ça. Je ne vois aucune raison immédiate qui pourrait faire que ça ne marche absolument pas. Bon, reculons un peu, John. Si un jour on se retrouve à discuter en direct des résultats d'une mission vers une comète interstellaire, je considérerai que mon objectif de vie est atteint. Je serai pleinement comblé rien qu'en avoir expédié quelque chose vers une comète venue d'un autre système solaire, et peut-être même en avoir rapporté des échantillons. Je ne serai pas déçu si les prélèvements n'incluent pas de micrométéorites ou de matériaux chondritiques carbonés provenant d'une comète interstellaire. Ce serait déjà une prouesse extraordinaire, à la fois scientifique et technique pour l'humanité, de mener une expédition spatiale jusqu'à un objet en provenance d'un autre système stellaire. Et si, une fois sur place, les débats portent sur l'analyse des données, ce serait une situation idéale. Cela dit, je crois que le plus compliqué, c'est d'accéder à ce genre de matière. Souvenez-vous, des objets comme Oumuamua filent à une vitesse folle. J'ai conseillé à un étudiant de licence, Atsuhiro, qui a rédigé un article récemment accepté, esquissant les caractéristiques d'un vaisseau capable d'effectuer une rencontre avec un Oumuamua. On l'a bouclé il y a quelques mois, quand c'était encore réaliste. Nos calculs montraient qu'en lançant des sondes martiennes avant fin septembre, on aurait pu intercepter un Oumuamua sans trop de peine. Aujourd'hui, c'est probablement trop tard, mais à l'époque, on y croyait encore, vu qu'on travaillait sur le sujet dès les premières semaines de découverte. Le hic, c'est la rapidité de l'objet. Si on tient compte des marges d'erreur importantes, parce qu'on dispose de peu de temps pour l'approche, sans années pour affiner la trajectoire et tout le reste, il faut prévoir une tolérance énorme. Résultat, pour n'importe quelle comète interstellaire, on a bien plus de chances de toucher la queue que le noyau. Comme on en a déjà parlé, cette queue est soit éjectée par la pression de radiation, soit par le dégazage naturel de la comète. Elle est très étendue et diluée, occupant un vaste espace, alors que le noyau reste une cible minuscule. Idéalement, dans 10 ans, on repérerait des comètes interstellaires à foison et on lancerait des missions en série. Ce serait fantastique. Mais pour la toute première expédition vers une telle comète, il y a de fortes probabilités qu'on ne récolte que la queue. Et si c'est le cas, on introduit un biais dans les échantillons. En traversant la queue, on capte sans doute des particules de surface emportées par le vent, mais on sonde surtout la glace qui se sublime du matériau primordial issu de la formation de la comète. C'est tout à fait possible. Et franchement, John, ton concept est génial. Une comète interstellaire qui traverse notre système pourrait porter des traces de météorites issues de collisions dans son système d'origine, collées à sa surface. Ça deviendrait une sorte de collection variée, un échantillonneur naturel d'une autre étoile, livré directement chez nous. Pas besoin de voyager là-bas. L'objet a déjà franchi l'immense distance pour nous. Mais je vais encore hausser les enjeux. Darl, c'est ma façon de faire. Et si, dans un futur lointain, on organisait une mission habitée vers une comète interstellaire en pleine activité de dégazage? Iriez-vous sur ce vol pour être le premier à fouler, par procuration, un bout d'un autre système stellaire, même si l'objet crache du dioxyde de carbone et d'autres gaz à tout va? Je dirais que je ne pourrais pas refuser. Ça ressemble à l'intrigue d'un roman de science-fiction,
mais c'est dingue de penser que ça pourrait presque être réel, genre quelque chose comme ça. Peut-être que ça pourrait se produire de notre vivant. En fait, ce n'est plus tout à fait de la pure science-fiction, vu qu'on discute sérieusement d'envoyer des sondes vers une comète interstellaire, non? Ouais, j'en suis convaincu. Franchement, ce serait dur de refuser une telle chance, même si je n'ai aucune envie de partir dans l'espace un jour. Imaginez, être parmi les premiers humains à approcher de près une comète venue d'ailleurs, comment dire non à ça? Bien sûr. Et on peut imaginer d'autres scénarios. Par exemple, si c'était un astéroïde interstellaire, juste un rocher filant à travers l'espace, et qu'on en est au point de miner des astéroïdes, quelqu'un pourrait se dire « et s'il y avait du platine là-dedans ?» et partir l'exploiter, fondre ces matériaux venus des confins. Tu vois le tableau? Ouais. Tu sais de quoi je parle. Désolé. Tu avais fini ou tu allais ajouter autre chose? Non, J'ai dérivé dans un petit rire, comme à mon habitude. Ouais. Du coup, un autre point. Tu sais, je suis en train de boucler mon rôle, mais je reste en gros ce qu'on appelle le coordinateur logistique pour les jeunes pros au sein du groupe d'évaluation des petits corps de la NASA. En gros, la NASA gère ces groupes d'évaluation, on organise quelques réunions par an, on rassemble tous les scientifiques de la communauté pour rédiger un rapport sur ce qu'on attend le plus de la NASA, et l'agence y répond ensuite. Tu peux vérifier sur leur site si ça t'intéresse, tout est public. On met à jour ces documents d'objectifs ouverts, avec les priorités de financement qu'on pousse pour la NASA. Il y a une section entière de ce SBAG dédiée à l'exploration humaine. Le SBAG, c'est le groupe pour les petits corps, donc comètes et astéroïdes. Plus précisément, il y a un fort intérêt de la NASA pour l'exploration humaine de ces objets, genre poser un astronaute sur un astéroïde ou un NEO. Une des motivations, c'est l'extraction minière, mais la principale, c'est qu'il voit ça comme une étape vers Mars. Ce que tu demandes n'est pas si farfelu que ça. On a de vrais experts, et la NASA montre un intérêt concret pour envoyer des astronautes vers des astéroïdes. Donc, même si c'est un peu audacieux, ce n'est pas une idée impossible, genre jamais de la vie, d'aller vers un astéroïde ou une comète interstellaire. Eh bien, je crois que c'était une proposition qui a fait du bruit en haut lieu, parce que Barack Obama l'avait évoqué. Allons sur un astéroïde, et rien n'en est sorti. Mais c'était bien une idée lancée à l'époque. J'étais encore gamin à ce moment-là, je devais avoir moins de l'âge du lycée, du coup je ne suivais pas trop la politique, je suppose. J'ai loupé cette annonce. Moi, j'étais déjà dans la trentaine, hélas. Bon, passons à la question suivante sur 3i, Atlas et sa chimie. Est-ce que tu penses ou anticipes que, au fur et à mesure que la chimie se développe, on va observer des réactions chimiques fascinantes là-dedans? Parce que je suppose que ce nickel provient d'une réaction, un composé de nickel se formant à partir d'autres éléments. Et est-ce que tu imagines que cet objet va évoluer? Qu'est-ce que tu prévois après son passage au plus près du Soleil, à son périhélie, avec le pic de sublimation? Ouais, excellente question. Tu as raison, j'allais en parler plus tôt pour le fer et le nickel. À première vue, cette détection de nickel est bizarre, parce qu'au moment de l'observation, 3i Atlas était bien trop éloigné du Soleil pour que le nickel s'évapore simplement. Du coup, je me pose des questions sur la chimie. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Exactement. L'interprétation, c'est clair. Il y a des réactions chimiques qui se produisent pour créer ce nickel. Il y a plusieurs pistes possibles, des réseaux chimiques variés pour le générer. On n'est pas encore sûr à 100%, mais en gros, les experts en comètes parlent de processus non thermiques, ce qui veut dire que la chaleur n'est pas suffisante pour vaporiser le nickel, mais d'autres mécanismes entrent en jeu. Il y a une chimie super intrigante dans la chevelure d'une comète. C'est sûrement ça qu'on observe, mais le réseau chimique précis pour y arriver reste un mystère. C'est pas clair pour l'instant. Ouais. Mais c'est super excitant, parce que quand on s'occupe d'un objet bien plus ancien que le système solaire lui-même, c'est ça qui m'inquiète. Je me dis, bon, quelles étaient les conditions de l'univers pour la formation des étoiles et des disques de débris et tout ce qui mène à la création de planètes à cette époque, par rapport à aujourd'hui? Y avait-il une différence? Avons-nous eu quelques supernovas de plus autour de nous? Tu sais? Est-ce que ça évolue avec le temps? La Voie lactée change-t-elle sa manière de former des objets solides? Non, c'est vraiment. Ouais. Non, tu as tout à fait raison, John. C'est exactement la question clé. Et du côté de la science des exoplanètes, on sait que oui, ça change. Par exemple, une des règles les plus connues ou tendances empiriques en science des exoplanètes, c'est que tu as plus de chances de repérer une exoplanète de type Jupiter chaud si tu observes une étoile avec une plus forte métallicité, c'est-à-dire une quantité totale plus élevée de métaux. L'interprétation évidente, c'est que bon, il y avait plus de métaux dans le disque protoplanétaire autour de l'étoile. Du coup, plus de matériaux pour former des planétésimaux, des comètes, des astéroïdes et ensuite des planètes.
Mais en même temps, comme tu le soulignes, à mesure que la Voie lactée vieillit, plus de supernovas explosent et enrichissent le milieu interstellaire en métaux. Une hypothèse possible, c'est que les étoiles plus âgées sont simplement plus riches en métaux. Et cette dépendance à la métallicité, ou le fait d'observer plus souvent un Jupiter chaud autour d'une étoile métallique riche, pourrait juste refléter que ces Jupiters chauds se forment plus fréquemment dans la Voie lactée récente. Cette comète interstellaire 3I Atlas est probablement beaucoup plus vieille que tout ce qu'on a vu dans le système solaire jusqu'ici, avec quelques réserves à mentionner, mais elle filait à une vitesse folle à l'infini, ce qui colle au moins avec un âge de plusieurs milliards d'années, voire plus, potentiellement antérieur au système solaire. Elle pourrait provenir d'un de ces systèmes planétaires qui se sont formés bien avant, dans une Voie lactée à faible métallicité, avant que beaucoup de supernovas n'enrichissent la galaxie en métaux. Peut-être que sa composition est bizarre par rapport aux comètes du système solaire parce qu'elle s'est formée dans un disque avec bien moins de métaux et qu'elle fait partie de ces cas atypiques qui émergent. Je sais pas, je lance juste des idées. Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et dans quelle zone de son disque s'est-elle formée? Bah, vu qu'elle est si riche en dioxyde de carbone, elle a dû se former assez loin de son étoile, non? Ouais. En fait, au début de l'épisode, j'avais dit que je voulais me concentrer sur les observations de JWST. C'était JWST, SPHRX qui ont détecté le CO2. Swift a capté l'eau et le H2O. Mais oui, ce ratio élevé de CO2, surtout par rapport à l'eau, c'est impressionnant parce que, en gros, si on considère le H2O, le CO2 et le CO comme les principaux moteurs d'activité des comètes, la présence de ces composés indique où dans le disque elles se sont formées par rapport à leurs lignes de glace respectives. Pour info, dans notre système solaire, la ligne de neige de tel H2O est autour de Jupiter, celle du CO2 autour de Saturne et celle du CO autour de Neptune. Donc, avoir beaucoup de CO2 mais peu de CO et potentiellement peu d'eau, ça suggère qu'elle s'est formée dans une sorte de zone idéale. Loin, oui, mais pas trop loin. Parce que si c'était trop loin, le carbone préférerait former du CO plutôt que du CO2. Ce qui rend ces observations de CO2 si fascinantes pour moi, c'est qu'elles indiquent que 3I Atlas provient d'une région relativement étroite de son disque protoplanétaire. Même si, avec une comète interstellaire, on ne peut pas la relier à un système hôte précis, ça donne quand même des détails étonnamment précis sur l'environnement ambiant où elle s'est développée. Est-ce que tu penses que ça va jusqu'à permettre de déterminer le type d'étoile près de laquelle elle s'est formée? Évidemment, c'est quasi certain que c'était une naine rouge. Mais crois-tu que le profil pourrait varier si elle venait d'un système autour d'une étoile de type F ou quelque chose comme ça, et qu'on pourrait en extraire ce genre de détails d'un objet interstellaire pareil? Ouais, en fait, c'est précisément sur quoi bosse l'un de mes doctorants en ce moment. La réponse courte, c'est oui. Il est probable que vous ne puissiez pas retracer précisément une comète interstellaire jusqu'à une étoile spécifique du fait du chaos des orbites galactiques. Cependant, on peut approximativement estimer que la vitesse d'entrée dans le système solaire correspond vaguement au type d'étoile d'origine, car les étoiles plus anciennes de la galaxie se déplacent en moyenne plus rapidement. Ensuite, il y a cet élément clé, la composition chimique qui pointe vers une zone précise du disque protoplanétaire. Je crois qu'en assemblant toutes ces données, on obtient un tableau clair. La chimie observée sur la comète délimite une région restreinte dans le disque, où le CO2 est gelé mais pas le CO ni l'eau, et cela varie selon la température de l'étoile. Ajoutez à cela la vitesse d'arrivée, qui indique les types d'étoiles les plus plausibles. On peut alors affiner davantage. Une fois qu'on a réduit les options à certains types stellaires des zones de limite des neiges dans le disque, par exemple si cet objet a été éjecté par une planète géante. On se tourne vers les connaissances en exoplanétologie pour voir quelles étoiles sont les plus aptes à abriter une géante dans la bonne position pour expulser un objet riche en CO2 comme 3I Atlas. Ça pourrait bien mener à identifier les étoiles hautes les plus probables. Mais restez à l'écoute pour la suite. Mon doctorante Tessa Franchi, que vous avez déjà interviewé dans l'émission je pense, bosse là-dessus en ce moment. On devrait avoir des résultats d'ici 1 ou 2 mois. J'ai hâte d'y voir clair. Bon, Gérald, merci d'être revenu avec nous aujourd'hui, et j'attends avec impatience notre prochaine discussion pour approfondir le profil de 3I Atlas et des futurs objets interstellaires, maintenant que Vera Rubin est opérationnelle. Avec plaisir. Merci, John. Merci, Ross. Ravi d'être là. Event Horizon et ma chaîne sont désormais disponibles en podcast sur Apple Podcasts, Spotify, et via les abonnements YouTube pour des épisodes sans pub en avance, des bonus et du contenu relaxant pour dormir. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur les liens ci-dessous vers votre plateforme préférée. Chaleur. Chaleur. Musique. Applaudissements. Musique, chaleur. Chaleur. Musique, chaleur. Chaleur. Musique.